Voilà, donc, mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices participants, monsieur le recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, monsieur Jacques Frémont, chers collègues de l'Université d'Ottawa et d'autres universités, organisations gouvernementales ou organisations de la société civile, bienvenue à ce webinaire organisé par le vice-rectorat à l'international et à la francophonie de l'Université d'Ottawa, avec la participation très généreuse et très appréciée du groupe des ambassadeurs francophones à Ottawa. Et je voudrais reconnaître parmi nous aujourd'hui la présence de, bien sûr, les ambassadeurs et ambassadrices invités, mais aussi de plusieurs ambassadeurs et ambassadrices d'Ottawa, et j'ai vu d'autres pays, même des consulats et des universités d'autres régions du Canada et d'autres pays qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue à ce webinaire. Le mois de mars, comme vous savez, à chaque mois de mars, nous célébrons la francophonie et nous faisons beaucoup d'activités. Quoi de plus pertinent donc pour nous qu'un sujet comme celui des objectifs de développement durable et dans la francophonie pour mobiliser notre équipe à l'université et au vice-rectorat, mais aussi de travailler avec le groupe des ambassadeurs francophones. C'est un événement donc pour nous qui nous permet d'allier aussi bien dans notre vice-rectorat les équipes internationales et les équipes francophonie et de travailler ensemble pour examiner, voir où est-ce que nous en sommes dans la réalisation des objectifs de développement durable, mais aussi où est-ce que nous en sommes après, pendant et après la pandémie. Comme je le disais tout à l'heure, la pandémie de COVID-19 nous a empêchés de tenir cet événement l'année dernière. Il était planifié comme événement en personne sur les campus et malheureusement, nous avons dû le remettre. Et nous revoici maintenant, donc un an plus tard, nous saisissons la même occasion pour nous questionner sur les objectifs de développement durable et aussi de voir les réalisations de certains pays, les réalisations à l'université et les impacts de la pandémie, mais aussi, surtout, je dirais, qu'est-ce que nous avons appris avec la pandémie, quelles sont ces occasions d'apprendre et comment ça nous a conscientisés, en fait, à tous les enjeux qui sont reliés au développement durable de notre société, mais aussi de la planète entière. Je pense que nous sommes plus que jamais conscients de l'interdépendance de nos sociétés et de l'impact positif ou négatif de nos actions. C'est justement pour cela que les objectifs de développement durable sont des objectifs planétaires pour tous les pays, que ces pays-là soient plus ou moins avancés dans leur développement. Mesdames, Messieurs, notre programme de ce matin va nous permettre donc d'apprendre des réalisations, mais aussi des perspectives de développement futur en matière d'objectifs de développement durable dans les pays qui sont la France, la Tunisie, Haïti, le Canada, et aussi nous allons partager avec vous quelques réalisations de l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que l'université fait en matière d'objectifs de développement durable? Avant le panel proprement dit, il me fait plaisir d'inviter M. Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, à vous adresser la parole. Monsieur le recteur. Alors, merci beaucoup, Adèle, et mesdames et messieurs, leurs excellences et représentants diplomatiques francophones, chers amis qui participaient à cette rencontre, mesdames et messieurs, quel plaisir de vous accueillir, je dirais, sur le territoire virtuel de l'Université d'Ottawa, à défaut d'être capable de vous accueillir chez nous à la maison. Il y a un an, nous avions annulé cette rencontre et là, c'est quand même incroyable. Un an plus tard, on doit la tenir à distance, même si on est physiquement très près. La majorité d'entre nous, nous sommes physiquement très près les uns des autres. Ça témoigne des temps extraordinaires dans lesquels nous nous trouvons. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue pour cet important panel et je voudrais aussi, j'ai perdu mon texte, je voudrais vous lire, ainsi que nous le faisons habituellement dans ce genre de circonstances, la déclaration en appui aux efforts de réconciliation des peuples autochtones du Canada.
Nous rendons hommage donc au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre, même virtuelle. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés, et nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, comme vous le savez, l'Université d'Ottawa, pour l'Université d'Ottawa, la francophonie est vraiment au cœur, absolument au cœur de notre mission. C'est même dans notre loi constituante. C'est non seulement un devoir, c'est une passion, et c'est une passion qui dure depuis 1848, donc ce n'est pas d'hier que nous avons fait ce choix institutionnel de faire rayonner la langue française et d'enseigner et d'étudier l'histoire et la culture des francophones au Canada et partout dans le monde. On dit, parfois, vous m'avez déjà entendu de dire qu'on est la plus grande université bilingue français-anglais au monde. Oui, nous le sommes très probablement, et nous sommes aussi profondément convaincus de l'importance de cette mission francophone qui est la nôtre. Ça se signifie en chiffres très concrets, à peu près plus de 13 000 étudiants francophones chaque année, dont plusieurs viennent de vos pays, des pays que vous représentez au Canada. Nous avons un total d'environ 42-43 000 étudiants, étudiantes. 20% sont des étudiants internationaux cette année, en dépit de toutes les difficultés, et ils viennent de 145 pays différents. Alors, ça témoigne, je pense, de la diversité de notre corps étudiant et de l'importance que nous accordons à cette présence internationale sur le campus et à l'Université d'Ottawa. Bien sûr, nous sommes en pandémie. Nous sommes en pandémie depuis maintenant 12 mois. Ça ne veut pas dire que nous avons, bien sûr, nous avons pris beaucoup de temps pour faire face à la pandémie, pour s'assurer que nos étudiants puissent continuer leurs cours, leurs recherches pour les étudiants au cycle supérieur. Et ma foi, je pense que ça a été relativement bien réussi, puisque les étudiants ont voté massivement. Ils se sont inscrits, ils ont suivi leurs cours malgré toutes les difficultés. Et je pense que c'est la même chose qui se produit dans vos pays. Les étudiants ont été très résilients, malgré des défis considérables, y compris des défis relativement à leur qualité de vie, à leur santé mentale, à leurs conditions économiques. Du côté de l'université et des chercheurs, très clairement, nous avons continué à travailler et je pense qu'il a été intéressant que la société a constaté le rôle des universités dans cette pandémie. Il n'y a pas moyen de regarder la télévision, d'écouter la radio sans entendre ces experts que les universités ont produits, ont mis à la disposition de la société pour discuter des différents aspects de la pandémie. Cette pandémie a aussi mis, je dirais, la science à la fois de l'avant, mais à la fois a permis à des gens de questionner la science. Les gens avaient l'impression que la science était univoque, que la science avait des réponses à tout et qu'il y avait des réponses claires aux problèmes scientifiques. Je pense que les Canadiens, les gens à l'étranger se sont rendus compte que la science est souvent hésitante, que la science, son rôle, c'est davantage de poser les questions, c'est de trouver des réponses qui génèrent elles-mêmes des nouvelles questions. Et donc, ce rapport de la population, des communautés, de nos communautés avec la science, ont été, je dirais, exemplifiés, mais peut-être aussi mis à mal par la crise actuelle. Et c'est certainement un sujet qui est, je pense, d'intérêt. Et il faudra, dans la post-pandémie, peut-être essayer de retravailler à mieux rasseoir la science je dirais en anglais, on dit le evidence-based decisions, donc les décisions qui se fondent sur des faits, non pas sur des faits alternatifs ou des croyances, au cœur donc de ce dialogue, si on veut que nos sociétés
devienne le plus durable possible. À l'Université d'Ottawa, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites cette dernière année, notamment sur les communications, la gestion de crise en temps de pandémie, bien sûr. L'impact de la santé mentale de la pandémie sur la société, ça a été un vaste laboratoire, un peu angoissant, on va le dire. Je pense qu'il y a des défis de santé mentale actuellement un peu partout dans notre société et ça se manifeste de toutes sortes de façons. Et l'impact de la pandémie sur l'éducation, sur l'enseignement universitaire, sur l'économie, etc., ça a foisonné de sujets d'études sur lesquels nos universitaires ont planché. Évidemment, on a parlé des enjeux liés à la santé mentale, la santé des populations vieillissantes, la gestion des centres d'accueil, etc. Et sans compter toutes les recherches menées en épidémiologie, en développement des vaccins, en gestion de la vaccination. Juste pour vous dire, par exemple, la semaine dernière, le gouvernement fédéral a attribué une subvention de 6 millions de dollars à l'Université d'Ottawa pour être une tête de réseau de recherche sur les vaccins au Canada et tout ce qui vient dans la recherche vaccinale. Alors, ça consacre, si besoin était, le leadership de l'Université d'Ottawa au sein du réseau universitaire canadien en termes de recherche liée aux vaccins. Et juste une note infrapaginale, nos chercheurs ont développé 2 vaccins qui sont présentement en test, en voie donc des vaccins locaux, mais qui ont le potentiel aussi éventuellement de faire partie, bien sûr, de la solution. Cette pandémie, et j'ai hâte de vous d'entendre vos commentaires au sujet des... finalement, on va discuter beaucoup de la période post-pandémie, comment vous le voyez et comment il faut ne pas perdre de vue les objectifs de développement durable. Mais cette pandémie a révélé aussi, et c'est un sujet d'inquiétude certainement pour moi, chez une partie de la population, des réflexes très nationaux où on essaie de se renfermer et de se protéger. Et on voit ce réflexe émerger à plusieurs endroits, dont au Canada. Et c'est un réflexe qui peut pousser à l'encontre de la... Certes, on était dans un monde très globalisé. Il ne faudrait pas que nous passions dans la post-pandémie dans un monde très nationalisé. Oui, les dimensions nationales sont très importantes, mais les dimensions internationales, les dimensions de collaboration vont devenir plus importantes que jamais. En tout cas, certainement pour l'Université d'Ottawa. Il n'est pas question de se renfermer. Au contraire, la crise actuelle nous a démontré qu'il fallait que nous nous ouvrions davantage et que certainement que nous poursuivions, notamment à l'égard de la francophonie et des pays francophones, une politique encore d'ouverture encore plus grande. C'est très important et très important notamment pour nous à l'Université d'Ottawa. Je pense que c'est important pour tous les pays. Et vu qu'on travaille avec la jeunesse en milieu universitaire, c'est extrêmement important que la jeunesse comprenne toute la nécessité de cette coopération entre nos pays, de cette mobilité étudiante, de cette mobilité de la science et mobilité des connaissances. Alors, il y a des fortes puissances qui actuellement travaillent un peu contre ça. Je pense certainement au milieu universitaire que nous allons, dans l'ère post-pandémique, au contraire, continuer d'essayer de garder les canaux et les chemins les plus ouverts entre nos pays et entre les universités de vos pays et l'Université d'Ottawa et je suis sûr les autres universités canadiennes. Encore une fois, je vous remercie pour votre amitié pour l'Université d'Ottawa. Je vous assure de toute l'amitié de l'Université d'Ottawa pour notre communauté diplomatique et pour vos pays qui sont si importants pour nous. Et encore une fois, j'anticipe l'immense plaisir que je vais avoir de vous accueillir sur le campus très bientôt, je le souhaite, en tout cas peut-être au début de l'automne, et que nous puissions récidiver autour de ce thème. Alors donc, merci encore une fois de votre présence ce matin et j'ai très hâte de vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Il me fait maintenant plaisir d'inviter son Excellence, Madame Viviane Bompassi,
vous adresser la parole en ses qualités de coordonnatrice du groupe des ambassadeurs francophones à Ottawa. Madame Viviane Bampassi est ambassadrice du Sénégal au Canada depuis novembre 2017. Elle est la première femme à avoir accédé au poste de gouverneur au Sénégal en 2013, avant d'assumer la responsabilité de ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public en 2014. Madame Bampassi est diplômée de l'École nationale d'administration du Sénégal. Madame l'ambassadrice, la parole est à vous. Je vous remercie, Monsieur Elzaïm. Bienvenue à tous. Monsieur Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et hauts commissaires, Monsieur Olivier Bouillon, représentant le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, Monsieur Elzaïm, vice-recteur associé, Monsieur Yves Pelletier, vice-recteur associé à la francophonie, chers étudiants, chers invités. Nous voici enfin réunis après une année d'attente pour célébrer ensemble la francophonie et souligner le partenariat si dynamique qui lie le groupe des ambassadeurs francophones en poste à Ottawa à l'Université d'Ottawa. En 2020, nous avions effectivement prévu de nous rencontrer autour de la thématique si importante des objectifs du développement durable en francophonie. Mais comme nombre d'activités, vous l'avez rappelé tantôt, et partout dans le monde, la pandémie de la COVID-19, tout en remettant nos modes de vie et de travail, a aussi freiné cet élan. Il est donc heureux aujourd'hui que nous puissions nous retrouver pratiquement un an jour pour échanger nos points de vue et surtout nous enrichir mutuellement de nos expériences et de celles de nos pays respectifs. J'aimerais rendre un hommage mérité à notre ancien coordonnateur, l'ambassadeur Fianch Luyoto, qui est certainement avec nous d'ailleurs, ainsi qu'à notre collègue, l'ancien ambassadeur de la Grèce, Dimitrios Azemopoulos, qui, avec notre cher Souria Othmani, ambassadeur du Maroc, avait alors porté le projet. Prenant très efficacement le relais de nos collègues, Werber Artus de Haïti, notre collègue Werber Artus de Haïti et Constantina Athanasiadou de la Grèce, ont grandement contribué à l'organisation de la rencontre de ce jour. Je voudrais donc les remercier d'avoir si spontanément accepté de prendre le train en marche. Il me faut aussi remercier très sincèrement les autorités de l'Université d'Ottawa, au premier rang desquelles Monsieur le recteur Jacques Frémont, qui ont résolument travaillé à la réussite de ce projet. Notre gratitude va tout particulièrement à notre maître de cérémonie, Monsieur Adel Elzaïm, qui a œuvré sans relâche et a permis à l'événement de prendre forme et de se tenir. Comme vous l'avez annoncé, Monsieur le recteur, nous avons choisi de parler des objectifs de développement durable en francophonie, en partenariat avec votre communauté universitaire, avec vos enseignants et chercheurs, avec vous, les étudiants, mais avec aussi tous ceux qui, d'horizons divers, ont bien voulu prendre part à cette activité. Pour nous, cela est important à plus d'un titre. D'abord parce qu'en tant que groupe d'ambassadeurs francophones, nous représentons assurément un échantillon du monde dans lequel nous vivons et de cette pluralité d'États qui, en 2015, se sont dotés d'une vision et d'une ambition, celle de faire de la Terre, notre maison commune, un endroit où il ferait bon vivre pour tous les hommes et les femmes, pour les aînés, pour les adultes et les plus jeunes, et ce, quel que soit le pays, la race ou l'origine sociale. Il s'agissait alors de donner un souffle nouveau, une dynamique nouvelle au processus enclenché avec les objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à cette pandémie qui met à rude épreuve nos systèmes économiques et sociaux, il est primordial de faire un diagnostic pour mieux nous projeter vers un futur que nous voulons meilleur. Et c'est à cet exercice-là que nous voulons nous soumettre avec vous. Et pour aborder cette thématique, un partenariat ne pouvait être plus porteur que celui qui nous lie à l'Université d'Ottawa, qui, à l'instar de toutes les enceintes universitaires, est par essence le lieu du savoir où se pensent et se dessinent aussi nos horizons.
C'est aussi l'espace où se façonnent les jeunes pousses d'aujourd'hui, qui sont les élites de demain et qui ont entre leurs mains notre avenir. Il est donc important que nous puissions, avec nos étudiants, nous projeter vers cet avenir. Mais nous avons voulu aussi engager la réflexion dans une perspective francophone, puisque la communauté francophone dont nous nous réclamons s'est très tôt approprié le concept de développement durable. Je voudrais en effet rappeler que l'une des missions que la francophonie institutionnelle s'est assignée très tôt, c'est bien celle de développer la coopération économique au service du développement durable. Il est aussi important de noter que notre communauté s'est dotée depuis 1988 d'un institut de la francophonie pour le développement durable, dont le siège est d'ailleurs ici au Canada et plus précisément dans la province du Québec. C'est donc dire pour nous tout l'intérêt que nous avons à échanger aujourd'hui dans un contexte où il nous faut plus que jamais questionner nos modes de vie, de production, de travail, notre relation à l'environnement pour faire face résolument à ces multiples défis qui se présentent en nous. Je voudrais enfin remercier tous les panélistes, les ambassadeurs de la Tunisie, de Haïti, de la France, M. Bullion, ainsi que M. El-Zaïm lui-même, qui ont accepté de se prêter à l'exercice. Je confonds dans ces mêmes remerciements M. Yves Pelletier, qui a accepté aussi de prendre le train en marche très rapidement et qui va modérer nos discussions. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes très impatients de vous écouter. Je voudrais souhaiter à tous une très belle et fructueuse conférence. Merci, M. El-Zaïm. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je voudrais vraiment joindre ma voix à la vôtre pour remercier toute l'équipe à l'université qui a œuvré pour effectivement la mise en place de cet événement. Et je voudrais remercier votre comité du groupe des ambassadeurs francophones et vous-même personnellement pour votre leadership aussi sur l'organisation et votre appui. Je suis très nostalgique. Merci d'avoir remercié les autres ambassadeurs aussi qui ont travaillé l'année dernière avec nous. Effectivement, M. Lyoto fait partie maintenant des participants. Je le salue. C'est maintenant le temps de passer à la pièce centrale de notre rencontre. Il me fait plaisir de passer le flambeau à mon collègue, M. Yves Pelletier, vice-recteur associé à la francophonie, qui a accepté effectivement de modérer le panel, parce que je vais être panéliste moi-même tout à l'heure. Donc, M. Pelletier, la parole est à vous, Yves. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour, messieurs et mesdames les ambassadeurs, monsieur le recteur, chers invités. Merci de vous joindre à nous pour cette discussion très importante sur les objectifs de développement durable. À titre de nouveau vice-recteur à la francophonie à l'Université d'Ottawa, je suis très honoré de me joindre à vous pour présenter nos distingués invités et de modérer la discussion. Nous avons ce matin 5 panélistes qui partageront l'expérience de leur pays ou de leurs organisations en matière d'objectifs de développement durable et de perspectives futures. Nous leur avons demandé de partager leurs réflexions sur les impacts de la pandémie sur l'atteinte des objectifs de développement durable, les choses qui ont changé ou qui changeront. Nous aurons ce matin cette réflexion en provenance de la France, de la Tunisie, de l'Haïti et du Canada. Notre première panéliste est son Excellence Karine Rispal, ambassadrice de la France. Ministre plénipotentiaire de première classe, Mme Karine Rispal a été nommée ambassadrice de France à Ottawa par décret du président de la République le 20 avril 2017. Elle a commencé son nouveau rôle le 22 juin 2017. Titulaire d'une maîtrise en droit, diplômée de l'Institut d'études politiques, est une ancienne de l'École nationale d'administration. Mme Rispal a intégré le ministère des Affaires étrangères en 1986. Elle a d'abord servi à Paris au sein du service des questions atomiques et spatiales, puis à la direction des affaires économiques et financières. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice de la République française, la parole est à vous. Merci beaucoup et je tiens à saluer Monsieur le recteur Jacques Frémont et tous mes collègues panélistes. Merci pour cette occasion de nous donner la parole.
Je salue également tous ceux qui nous regardent avec un petit salut amical pour France Lyoto, qui a mené notre groupe avec dynamisme pendant de nombreuses années. Alors moi, je vais vous parler de l'action de la France en matière d'ODD, comme on dit. C'est un mystère pour personne. La Covid-19 a vraiment révélé brutalement les défis auxquels toutes les sociétés, du Nord comme du Sud, ont à faire face. Alors, évidemment, la pandémie elle-même, dont on sait qu'elle est liée à la biodiversité, mais on a vu également un accroissement des inégalités, de la pauvreté, de l'insécurité. Donc, il est vraiment de notre intérêt d'agir le plus en amont possible afin de prévenir ces crises qui nous affectent tous et de réussir surtout la transition de nos modèles de croissance pour les rendre plus résilients, plus inclusifs et plus durables. Donc, c'est pourquoi la France a choisi de redoubler d'efforts avec un projet de loi de programmation que je vais vous présenter, qui est relatif donc au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Donc c'est un texte qui a été adopté par l'Assemblée, qui doit être adopté par le Sénat probablement d'ici l'été. Et ce texte de loi se traduit par des moyens accrus et des méthodes rénovées. Et surtout, il montre la volonté d'assurer l'efficacité de notre action sur le terrain. Alors, ce texte prévoit une trajectoire à la hausse de nos moyens, puisque le président de la République s'était engagé à faire passer le pourcentage de notre aide publique au développement de 0,42% du revenu national brut aujourd'hui à 0,55% en 2022. Et pour la première fois, cet ensemble d'actions constitue vraiment un pilier à part entière de notre politique étrangère. Donc, la hausse des moyens qui est prévue va nous permettre d'accompagner les pays les plus vulnérables et d'investir également dans des fonds multilatéraux pour agir plus fortement pour la préservation du climat, de la santé, de l'éducation et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais notre sentiment, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire plus, mais il s'agit aussi de faire mieux. Et donc, ce projet de loi vise aussi à refonder en profondeur notre politique de développement en tirant évidemment pleinement les conséquences de la crise sanitaire en cours. Les moyens en dons qui sont prévus dans ce projet de loi vont être dirigés principalement vers les pays les plus vulnérables et en particulier vers 19 pays prioritaires, principalement situés en Afrique subsaharienne. Et nous allons également renforcer nos investissements vers d'autres pays en développement et des pays émergents en faveur de la protection de ce que l'on appelle les biens publics mondiaux. Notre politique de développement va cibler plus particulièrement 5 sujets clés, qui sont des sujets qui sont recouverts par les ODD, donc le climat et la biodiversité, la santé, l'éducation, la lutte contre les fragilités, et puis de façon transversale, l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, sur ce dernier thème, l'égalité entre les femmes et les hommes, comme vous savez, il y a un rendez-vous important fin juin qui est le Forum Génération Égalité. Et dans ce cadre, la France dirigera une coalition d'action dans ce forum pour le domaine particulier de la défense des droits et santé sexuelle et reproductive. Et donc, nous avons lancé en 2019 un fonds de 120 millions d'euros sur 3 ans pour financer les activités des mouvements féministes dans le monde, parce qu'il faut que la voix de ces associations soit entendue. Donc, le Forum Génération Égalité va se tenir à Paris fin juin, début juillet. Évidemment, nous engageons le plus possible de pays à prendre des engagements en faveur de l'égalité femmes-hommes et réaffirmer les droits des femmes. Face à la Covid-19, d'ailleurs, c'est le cadre multilatéral qui nous a permis d'agir et notamment de mettre en place l'initiative ACT-A, qui donc a pour but d'assurer le développement, la production et l'accès équitable et universel aux produits de santé. Alors évidemment, ces efforts, nous les menons dans le cadre de l'Union européenne, mais également à travers l'initiative que vous connaissez, COVAX,
donc pour permettre une distribution plus équitable de vaccins dans le monde. Mon président de la République, Emmanuel Macron, souhaite désormais mettre en place un mécanisme de partage des doses pour permettre justement d'accélérer la campagne de vaccination dans le cadre de la campagne prévue par le COVAX, mais surtout de permettre la vaccination des catégories prioritaires de personnes vulnérables, et notamment en mettant l'accent sur les personnels de santé en Afrique. D'ailleurs, nous soutenons également une initiative qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG Women in Global Health, qui est précisément de réduire les inégalités de genre dans le secteur de la santé, parce qu'on pense que c'est quelque chose de fondamental. Et on sait que la pandémie, évidemment, a fait beaucoup de victimes, indépendamment du genre, mais que les femmes ont été, j'allais dire, encore plus victimes de cette pandémie, parce qu'on sait que ce sont celles qui sont le plus exposées de par leur métier. Elles sont souvent dans le secteur de la santé, elles sont souvent dans les maisons de retraite. Ce sont aussi celles qui ont été empêchées d'aller à l'école. Et on voit que, en fait, pendant la pandémie, c'est 743 millions de femmes qui n'ont pas pu aller à l'école. Alors, pas aller à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, après, ça a des conséquences en termes d'éducation et de formation, et ça entraîne une sous-représentation des femmes dans la population active mondiale. Alors, évidemment, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de solidarité. Et par exemple, s'agissant d'éducation, la France a multiplié par 10 sa contribution au partenariat mondial pour l'éducation. Et vraiment, notre but est d'apporter un soutien au système éducatif pour les rendre plus agiles, plus résilients aux crises, plus équitables et plus inclusifs. Et évidemment, on s'est tous rendu compte que l'enseignement à distance va être quelque chose qui va évidemment se développer. Et Monsieur Frémont, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça. Mais je voudrais juste vous mentionner un projet que je trouve particulièrement intéressant et que la France soutient avec l'UNESCO et l'OIF, qui est celui d'une plateforme numérique collaborative qui s'appelle Imagine Call et qui met à disposition des ressources pour la classe à destination de 10 pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Et donc, cette plateforme qui permet donc d'accéder à des ressources en ligne va permettre de téléporter, si je puis dire, l'éducation, de permettre cette transition numérique des systèmes éducatifs et de mutualiser sur une base régionale des ressources. Alors enfin, un petit dernier mot sur la lutte contre le changement climatique. Évidemment, le risque, c'est que cet objectif passe au second plan parce que la préoccupation première des gouvernements va être de relancer la machine économique. Évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et nous avons lancé un plan de relance en France qui vise à construire ce monde de demain. Et sur les 100 milliards de notre plan de relance, en fait, 30 vont être consacrés à la relance verte, parce qu'évidemment, la relance de demain doit être une relance verte. Sur le plan multilatéral, nous avons doublé notre contribution au Fonds vert pour le climat, qui bénéficie évidemment à tous les pays. Donc, en conclusion, et j'ai conscience d'avoir déjà été un peu longue, en fait, on se rend bien compte qu'il s'agisse de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre le changement climatique, de la santé ou de l'éducation, on doit investir massivement dans ces domaines qui sont évidemment capitaux pour l'avenir. Et donc, il est essentiel que tous les pays continuent à se mobiliser sur cette voie des ODD. On peut être tenté de ne s'occuper que de la crise, mais on sait que ça serait une erreur. Et je voudrais, en conclusion, saluer évidemment l'importance de l'OIF qui joue un rôle de plaidoyer absolument fondamental et qui a des actions sur le terrain, évidemment, qui contribuent à ce que l'on atteigne ces ODD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette réflexion. Merci beaucoup de votre engagement et de votre présence aujourd'hui. Je suis certain que nous allons avoir des questions pour vous sous peu à la période des questions. Notre deuxième panéliste aujourd'hui est son Excellence Mohamed Imad Torjman, ambassadeur de la Tunisie. Monsieur Torjman est diplomate de carrière. Il a été nommé ambassadeur de Tunisie au Canada en octobre 2017
Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères de la Tunisie en 1989. En 1993, il a été affecté à Hambourg, en Allemagne, en tant que consul adjoint. En 1998, il a occupé le poste de chef de division à la Direction générale de l'Europe. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Tunisie, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le vice-recteur. Monsieur Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Université d'Ottawa et toute l'équipe pour cette louable initiative et pour cette belle opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de m'adresser à vous en tant que panéliste. Le thème choisi pour notre webinaire est plus que d'actualité. Il nous offre l'occasion de débattre des enjeux et des défis de cette période tumultueuse et incertaine liée à la pandémie COVID-19 dans notre espace francophone, ainsi que des perspectives de sortie de cette crise à laquelle tous nos pays sont confrontés. Mesdames et messieurs, le programme de développement durable, Agenda 2030, offre une opportunité de construire un avenir prospère et solidaire, où personne n'est laissé de côté, comme les autres pays, les 193 autres pays. La Tunisie s'est engagée à mettre en œuvre ce programme et ses 17 objectifs. La Tunisie a ainsi réaffirmé son engagement à l'agenda 2030 en intégrant les ODD dans son plan quinquennal de développement 2016-2020, articulé autour de 5 piliers: réforme et gouvernance, hub économique, développement humain, concrétisation des ambitions des régions et enfin l'économie verte. En effet, à l'instar d'une soixantaine de pays, la Tunisie a organisé sous le slogan « La Tunisie que nous voulons » une consultation nationale et plusieurs rencontres de concertation avec les composantes de la société civile afin d'identifier les priorités de développement pour cette période. Aujourd'hui, et après 6 ans, la Tunisie est classée première en Afrique pour la première fois sur 52 pays en termes de réalisation des objectifs de développement durable, selon le dernier rapport publié par le Centre des objectifs de développement durable pour l'Afrique au titre de l'année 2020. Le rapport précise que le taux de réalisation de la Tunisie des objectifs de développement durable a atteint 67,1%. enregistrant ainsi un progrès par rapport à son classement dans le précédent rapport de l'année 2019 où elle se classait deuxième. Dans ce cadre, j'ai choisi 2 objectifs pour expliquer les avancées faites par la Tunisie et également mettre la lumière sur les efforts qui restent à faire pour améliorer les performances de mon pays en la matière. Il s'agit de l'objectif numéro 5, égalité entre les genres, et l'objectif numéro 9, industrie, innovation et infrastructure. Je souhaiterais préciser à cet égard que j'insisterai dans le cadre de cet objectif sur le secteur de l'innovation. Donc, l'objectif numéro 5. Grâce à sa politique volontariste initiée dès les premiers mois de l'indépendance en 1956, la Tunisie a pu depuis instaurer un cadre juridique et politique solide pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre et promouvoir l'égalité dans les différentes sphères de la vie économique, sociale, culturelle et politique. La Constitution de la Seconde République de 2014 est venue consacrer cette politique et consolider les acquis de la femme tunisienne. L'article 46 est en fait un texte spécifique qui lui est entièrement dédié. Pendant la pandémie, la Tunisie a établi une stratégie multidimensionnelle pour minimiser les effets négatifs de la pandémie sur les femmes. Parmi ces axes les plus importants figurent la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la réalisation de l'autonomisation économique, et ce par le biais de l'élaboration de projets innovants et durables et l'adoption d'une approche égalitaire dans le cadre des études et de la planification. À cet égard, la Tunisie avait créé le Conseil des pairs pour l'égalité et l'égalité des chances afin d'établir des politiques publiques fondées sur cette approche égalitaire. Cet organe fait suite à la loi promulguée en 2017
relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dont l'Observatoire national de lutte contre la violence à l'égard des femmes constitue le principal outil de suivi. Toutefois, la situation pandémique a révélé les défis qui restent à relever. Il y a lieu de noter que 65% des travailleurs dans le secteur médical, plus de 80% dans les médias, 80% de la main-d'œuvre du secteur agricole et près de 47% des membres élus des conseils municipaux sont des femmes. Le ministère de la Femme s'est trouvé en première ligne en réponse à la violation des droits et aux formes de violence qui touchent les plus vulnérables parmi les femmes, les familles sans soutien. La montée des violences enregistrées lors de la première période du confinement a exigé de renforcer l'ensemble du processus de prise en charge, et ce, dans une logique de renforcement du partenariat avec la société civile. À ce titre, il a été décidé de multiplier les services d'écoute en ligne, la mise en place d'un centre d'hébergement d'urgence en vue de réorganiser le processus d'accès au centre protégeant les bénéficiaires. Il est devenu aussi nécessaire de répondre à des défis en matière de droit, tels que l'accès à la justice sur les problématiques des violences, des procédures de divorce, de réclamation des pensions ou de droits de garde avec la fermeture des tribunaux. Par ailleurs, l'un des services qui a le plus impacté la famille est la fermeture des institutions d'éducation, notamment les jardins d'enfants. Ce fait a de nouveau soulevé le problème de l'inéquitable répartition des tâches entre les femmes et les hommes en rapport avec les enfants et les obligations domestiques. La femme passe 8 fois plus de temps que l'homme dans les tâches ménagères et avec les enfants et les personnes âgées. Côté législatif, et même en temps de pandémie, la Tunisie a poursuivi la voie qu'elle s'est tracée pour atteindre l'objectif de l'égalité dans les faits et dans les textes. À ce titre, mon pays a adhéré le 3 décembre 2020 à la Coalition internationale pour l'égalité salariale, pilotée par l'Organisation internationale du travail, qui vise l'égalité des genres dans le domaine du travail. D'autre part, la Tunisie est le seul pays de sa région qui a été choisi pour faire partie du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes. Dans ce cadre, la Tunisie préside la coalition d'action sur les technologies et l'innovation au service de l'égalité des genres, qui comprend la Tunisie, la Finlande, l'Arménie, le Rwanda et le Chili. Ces efforts seront axés sur la lutte contre la violence numérique à l'égard des femmes, l'autonomisation économique des femmes et la motivation des filles à s'orienter vers le domaine technique et les sections technologiques à travers une feuille de route pour les années 2021-2026. Mais il est évident que la réalisation de tous les objectifs de cette stratégie nationale nécessite encore des efforts concertés de toutes les structures gouvernementales, des composantes de la société civile et du secteur privé pour asseoir l'égalité complète entre les genres. Par ailleurs, une action qui s'avère aussi urgente doit être menée pour faire évoluer et les mentalités et les comportements. Je passe à l'objectif 9, l'innovation et la réduction de la fracture numérique. La Tunisie, qui a accordé une grande importance à la science et la technologie au cours des dernières années, a été bien placée pour s'adapter et répondre assez vite aux perturbations causées par la pandémie du coronavirus. Il y a lieu de noter que la Tunisie a articulé sa stratégie Tunisie Digitale 2020 autour de 4 axes. Infrastructure, généraliser l'accès à Internet haut débit et à la connaissance, développer le très haut débit, le e-gov, transformer l'administration par l'usage et l'adoption du numérique pour une meilleure efficacité et transparence, le e-business, transformer les entreprises par l'intensification de l'usage du numérique, Smart Tunisia, être dans la liste des meilleures destinations de l'offshoring et leader de l'offshoring IT de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Il résulte de cette stratégie que mon pays s'est révélé être le pays où les entreprises ont le plus investi dans des solutions technologiques innovantes pendant la crise.
selon un sondage mené auprès des PDG en Afrique par le think tank Oxford Business Group, fin avril 2020, et dont les résultats ont été diffusés dans le rapport du groupe du mois de juillet 2020. Le début de la pandémie s'est accompagné d'une volonté politique et d'un changement de mentalité en faveur de la numérisation. Cela a conduit à une livraison accélérée de projets qui étaient en attente depuis des années, et ce, en quelques semaines seulement. En effet, la crise a révélé l'importance et le potentiel des entreprises en aidant à relever bon nombre de défis qui ont émergé avec des solutions innovantes conçues par des startups tunisiennes dans la télémédecine notamment. Tenant compte des effets négatifs de la pandémie, la Tunisie a mis un plan d'action pour l'année 2021-2026 qui comprend les 4 axes suivants: la réduction du fossé numérique entre les genres, la consolidation de leadership féminin, l'accès de la femme rurale à la technologie numérique, la lutte contre la cyberviolence et le harcèlement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Tunisie abritera à l'île de Djerba les 20-21 novembre 2021 le 18e sommet de la francophonie. Mon pays a la volonté de faire de ce sommet, avec le concours de tous les pays et gouvernements membres, un succès et une étape importante dans l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Le thème choisi, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, est plus que jamais d'actualité face aux effets dévastateurs de la pandémie que nous vivons tous. À cet égard, l'outil numérique peut être une des solutions à préconiser pour relancer au plus vite l'économie et assurer un développement solidaire au sein de notre espace francophone. Il peut devenir ainsi un espace de développement des compétences, d'échange de savoir et de création d'opportunités économiques et commerciales. Le recentrage de notre action commune dans ce cadre, notamment sur les attentes de notre jeunesse, assurera à notre francophonie sa pérennité et la rendra porteuse de solutions aux yeux de tous les francophones. Merci encore, je sais que j'étais un peu long. En tout cas, soyez les bienvenus en Tunisie et à Djerba. Merci encore. Merci, Monsieur l'ambassadeur, et merci pour cette invitation de se rendre dans votre pays. On espère en présentiel pour ce grand forum qui aura lieu l'année prochaine. Notre troisième panéliste ce matin est son Excellence Wibert Artus, ambassadeur d'Haïti. Dr. Artus est ambassadeur d'Haïti au Canada depuis octobre 2020. Avant d'occuper ce poste, il a été diplomate aux ambassades d'Haïti en Argentine et aux États-Unis. Il a été directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et des cultes de son pays. Détenteur d'un doctorat de la Sorbonne, l'ambassadeur Artus a enseigné et a écrit plusieurs livres et articles sur l'histoire diplomatique de son pays, l'Haïti. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Haïti, nous vous invitons à partager vos réflexions avec nous sur les ODD. Merci. Monsieur l'ambassadeur Artus, vous êtes en sourdine, on ne vous entend pas malheureusement. Parfait, merci. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Pelletier, et mesdames et messieurs les ambassadeurs et hauts commissaires, honorables recteurs de l'Université d'Ottawa, chers professeurs et étudiants de l'Université d'Ottawa et des autres universités canadiennes, distingués invités, en particulier monsieur l'ambassadeur Franz Lotto, mon prédécesseur, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à féliciter mes collègues du groupe des ambassadeurs francophones ainsi que les responsables de l'Université d'Ottawa de nous avoir réunis pour cette importante conversation. Je vais vous entretenir des réalisations, des défis et des perspectives d'Haïti dans la réalisation des ODD dans le contexte de la pandémie. Mon intervention portera sur les objectifs 4 et 13. Je ferai de temps en temps quelques comparaisons avec le reste de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe pour nous permettre un peu de voir, d'avoir une idée de l'ensemble de la région. Dans le rapport présenté en juillet 2019 par le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, on a constaté que des progrès
il y en avait dans la région, mais ces progrès étaient mitigés. Certains pays avançaient très bien, d'autres pas vraiment. D'ailleurs, le président de l'Université des Andes, le professeur Alejandro Gaviria, il avait alors Il semble que nous avons perdu monsieur je suis l'ambassadeur. là. Bon, je ne sais même plus où j'étais arrivé. Je vais peut-être rapidement expliquer les... Alors, dans le forum qu'il y a eu en 2019, les conclusions étaient qu'au rythme où les pays de la région avançaient, parce qu'il y avait des pays qui avançaient très bien et d'autres pas vraiment, et qu'il serait difficile d'abord à réduire les fossés, mais aussi à réaliser tous les objectifs. On était à 7-8 mois de la pandémie. Alors, avant la pandémie, Haïti avait pris des mesures importantes en rapport à l'ODD 4 portant sur l'éducation et l'ODD 13 portant sur les changements climatiques. Parmi les mesures, le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire financé par un fonds spécial, le Fonds national d'éducation. En fait, ce fonds est constitué d'un impôt, une sorte d'impôt d'1,50 $ retenu des transferts de la diaspora haïtienne vers Haïti. Alors, on parle grosso modo de 2 millions haïtiens qui vivent à l'étranger. Ensuite, l'État n'étant pas en mesure de construire des écoles tout de suite, donc ce fonds finançait la scolarisation d'élèves dans des écoles privées, parallèlement à la réparation des écoles publiques détruites par le tremblement de terre de 2010, puis la construction de nouvelles écoles. Quant à la qualité de l'éducation, 13 mesures étaient mises en place pour renforcer le statut des professeurs, rendre obligatoire le permis d'enseigner, assurer la formation continue des professeurs et directeurs d'école, leur donner des assurances et les mieux payer, etc. S'agissant de l'ODD 13, à la suite de sa participation à la conférence de Paris en 2019, le gouvernement d'Haïti a mis en place une politique nationale de lutte contre le changement climatique, mais plus encore, la conférence de Paris a été l'occasion pour Haïti de remettre la question environnementale au cœur du débat. De plus en plus de textes, de programmes de radio et de télévision, de chansons devenues populaires traitent du climat. En fait, c'était devenu une question de la société même. Et le ministère de l'Environnement a tellement gagné en prestige que son titulaire est devenu Premier ministre en mars 2020, mais c'était seulement quelques jours avant que Covid occasionna le changement planétaire de tous les agendas de politique publique. En fait, je n'ai pas assez de temps pour détailler les impacts de Covid qui sont connus sur Haïti et sur l'ensemble de l'Amérique latine et de la Caraïbe, mais je dirais que comme partout ailleurs, les coups les plus durs ont été portés aux ODD 1, 2, 3, 8 et 10, sans compter bien sûr les 4 et les 13. Par exemple, pour l'ODD 13 qui concerne mon intervention, aussi importantes que soient les questions climatiques, dont les conséquences sont visibles en Haïti et, notamment, et dans tout le reste de la Caraïbe, ces questions ne sont plus au premier plan depuis Covid. Il y avait aussi, il faut le souligner, le fait que bien avant Covid, il y avait une sorte de désintérêt ou une démotivation et de financement même de l'ODD 13 dû à la compréhension des États-Unis dont l'influence sur la région n'est plus à démontrer. L'ODD 4, au contraire, n'a pas été absent des débats. Dès la découverte du premier cas de coronavirus en Haïti, le gouvernement a pris la décision de décréter, entre autres, la fermeture des écoles. Évidemment, cette mesure, si elle a la vertu de limiter la propagation de la COVID-19, privait les élèves de l'accès à l'éducation. Les écoles qui avaient les moyens, mais vraiment très peu, adoptaient l'enseignement virtuel. Tout de suite, le ministère de l'Éducation mettait en ligne des cours disponibles à tous les étudiants, mais 3 problèmes se posaient. Parce que pour avoir accès
au cours en ligne, il fallait l'électricité, l'ordinateur et l'Internet, sans compter l'accompagnement des professeurs et aussi des parents. Alors, selon un rapport conjoint publié par l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications en décembre 2020, 79% des enfants scolarisés en Haïti n'ont pas de connexion Internet à domicile. En clair, une grande majorité d'élèves haïtiens n'avaient pas l'accès à l'enseignement pendant les périodes de confinement. Et c'est un peu la situation pour toute la région. En fait, selon un rapport de l'UNICEF qui date de novembre dernier, pendant le confinement, 97% des enfants de l'Amérique latine et de la Caraïbe étaient privés d'éducation en raison des problèmes cités plus haut. Maintenant, COVID arrive, quelles sont les perspectives post-pandémiques? En fait, il y a quelques mois, juste au début de l'année, mon pays s'est doté d'un outil stratégique intitulé le plan de relance économique post-COVID. C'est un outil qui regroupe un ensemble de mesures pour redresser durablement l'économie haïtienne. En fait, de toute façon, l'économie constitue la priorité des mesures post-COVID. Au niveau de l'éducation, il y a aussi des mesures importantes. En fait, les écoles en Haïti fonctionnent en présentiel depuis août 2020. Le calendrier scolaire a été actualisé. L'année scolaire s'est terminée en novembre 2020 et tout de suite après, donc en décembre, la nouvelle année scolaire a commencé de manière à réactualiser le calendrier. Par ailleurs, depuis mai 2020, le ministère de l'Éducation nationale multiplie les initiatives de préparation de l'enseignement à distance dans la perspective d'éventuels confinements. En fait, parce que là, on se rend compte de toute façon, l'enseignement à distance devient une obligation. Et des mesures donc sont prises pour acquérir de plus en plus de matériel informatique pour les écoles publiques. En plus, une approche alternative est établie pour promouvoir l'enseignement à distance parce qu'en fait, en dehors des plateformes en ligne, le ministère a élaboré des programmes d'enseignement à travers la radio et la télévision. Maintenant, pour l'ODD 13, il va sans dire que ce n'est pas pour le moment la priorité des priorités. De toute façon, il sera difficile d'investir dans les programmes de changement climatique si l'économie haïtienne en soi n'est pas relevée. Et c'est la priorité du plan post-Covid qui a été adopté par le gouvernement en janvier 2021. Donc, je m'arrête là pour les débats et je répondrai aux questions plus spécifiques pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour ces précis sur l'impact de la COVID sur votre pays. Je suis certain que nous allons avoir des questions par la suite. Nous avons passé par la France et la Tunisie et l'Haïti avant de revenir au Canada. Les deux derniers membres de notre panel sont canadiens. Donc, le quatrième panéliste est M. Olivier Bullion, directeur de l'unité Objectifs de développement durable au ministère de l'Emploi et du Développement social Canada. Il est en poste depuis 2020 dans ce nouveau ministère, mais il a passé la majeure partie de sa carrière dans le service diplomatique d'Affaires mondiales Canada et a occupé diverses affectations en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. M. Bullion est un expert en politique et un économiste de métier. Il nous parlera de la stratégie nationale du Canada pour le programme 2020. M. Bullion, la parole est à vous. Oui, merci Yves. Monsieur le recteur, Excellences, collègues, amis. Donc, comme Yves le mentionnait, je m'appelle Olivier Bullion, je suis le directeur de l'unité des objectifs de développement durable au sein d'Emploi Développement Social Canada. Cela me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager sur les progrès du Canada en termes du programme 2030. Le timing est excellent pour nous puisque, comme vous le savez, le gouvernement du Canada a tout récemment lancé la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030 qui est intitulée « Aller de l'avant ensemble ». Aller de l'avant ensemble, qui est un appel à l'action pansociétale sous l'impulsion du gouvernement fédéral, propose de créer et de favoriser
un environnement propice à la participation, au dialogue et à la collaboration de l'ensemble de la société pour faire partager les 17 ODD. La stratégie récemment publiée est le résultat d'un travail au sein du gouvernement fédéral pour assurer une approche pan-gouvernementale et pan-sociétale aux attentes des Canadiens envers un développement durable ne laissant personne derrière. Alors, nous avons développé cette stratégie en nous basant sur les recommandations faites par les Canadiennes et Canadiens suite aux vastes consultations menées en 2019 et qui avaient rejoint plus de 40 000 personnes, un peu comme l'ambassadeur Tarjman l'a mentionné pour la Tunisie. Ces consultations, dans notre cas, avaient mené au développement de 30 recommandations et de 5 principes fondamentaux. Alors, les 30 recommandations ont été intégralement conservées dans la stratégie nationale et un survol des progrès est d'ailleurs inclus dans le document présentant la stratégie. Les 5 principes fondamentaux énoncés lors des consultations restent également au cœur de la stratégie nationale. Alors, je vais vous les rappeler, ils sont les suivants. Renforcer le leadership, la gouvernance et la cohérence des politiques. Le deuxième point, très important, la sensibilisation, l'engagement et la communication. Le troisième point, garantir la responsabilité, la transparence et l'établissement de rapports sur les progrès et défis. Le quatrième point, essentiel dans le contexte canadien, faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Et finalement, investir dans les ODD et les partenariats. Alors, nous sommes à l'heure actuelle en train de finaliser le plan de mise en œuvre fédéral qui va décrire la contribution fédérale à la stratégie nationale. La stratégie nationale, comme je l'ai mentionné, est à un niveau sociétal. Elle n'est pas nécessairement centrée sur les actions fédérales en tant que telles. Ces actions vont être illustrées dans le plan de mise en œuvre fédéral. Donc, la stratégie énonce que le programme 2030 est une responsabilité partagée pour laquelle le gouvernement fédéral va jouer un rôle de leadership et notre contribution fédérale jouera, dans une certaine mesure, un rôle de moteur. Chaque ministère, sous cette stratégie, a la responsabilité d'intégrer les ODD dans ses politiques, dans ses programmes, dans ses rapports, dans sa communication et bien évidemment dans son engagement avec les parties prenantes au Canada et à l'étranger. Comme nous l'expliquons dans la stratégie nationale, la mise en œuvre au niveau fédéral va se faire par une approche à 2 volets, un volet vertical et un volet horizontal. Le volet vertical se concentre sur la cohérence des politiques et des programmes en place, l'analyse, la production de rapports, la communication et l'engagement au sein d'un même ODD. Comme c'est le cas pour chacun de nos pays, certaines, si ce n'est pas toutes les responsabilités sous les ODD sont dispersées au sein de nombreux ministères et de nombreux acteurs. Et notre premier défi est de mieux canaliser notre action collective au service de chacun de ces 17 ODD. Et donc cet effort sous la stratégie nationale sera assuré par les différents champions au sein des principaux ministères associés avec la stratégie nationale. Le volet horizontal, quant à lui, il va être assuré par des ministères tels que Affaires mondiales et les agences centrales canadiennes. Le but de cette dimension horizontale, c'est de s'assurer que dans chaque ODD, les questions transversales, telles que la réconciliation, la dimension internationale, ou encore que personne ne soit laissé derrière, soient adéquatement prises en compte dans chacun des 17 ODD. Cette dimension horizontale va aussi nous offrir d'autres opportunités de coopération horizontale sur les 17 ODD en supportant les grandes orientations de la stratégie nationale. Grâce au travail que nous opérons avec les agences centrales et leur intégration dans la stratégie nationale, ça va nous offrir, bien sûr, ça va nous garantir un lien entre le programme 2030, le budget national et les cohérences des politiques globales. Et finalement, la dimension horizontale va nous assurer la collecte, la compilation et la présentation de données statistiques sur l'avancement des progrès des ODD. Donc ça, c'est fait par Statistique Canada, par l'entremise du Carrefour des données liées aux ODD, qui est une plateforme en ligne mise à la disposition de tous les Canadiennes et Canadiens et de ceux qui nous regardent. Donc à cet effet, je voudrais profiter pour mentionner que le Canada a développé un cadre d'indicateurs canadien, donc c'est une sorte d'adaptation du cadre d'indicateur global, mais qui est adopté à notre contexte national. Une version préliminaire qui avait été développée par Statistique Canada avec l'ensemble des départements fédéraux avait été publiée en juin 2019, mais une version mise à jour recensant les ambitions et cibles canadiennes pour chaque ODD va également être lancée et disponible en juin 2021.
Alors, le but ultime de la stratégie nationale du Canada est d'atteindre nos cibles par ODD à l'horizon 2030, bien évidemment, faire des progrès sur les 17 ODD, avec bien évidemment y parvenir sans que personne ne soit laissé derrière. Les progrès vont être mesurés à travers le cadre d'indicateur canadien, comme je l'ai mentionné, mais la stratégie, c'est aussi et surtout un environnement propice à la participation, au dialogue, à l'action collective, à la collaboration, afin de réaliser nos objectifs, mais aussi nos recommandations sous les principes fondamentaux. Alors pour cela, le plan de mise en œuvre comprendra des différents mécanismes et ponts entre le gouvernement fédéral, l'unité des objectifs de développement durable, et l'ensemble des partenaires. Et ça mettra aussi en lumière les résultats que ces ponts et ces mécanismes produiront. Alors, il y en a 4 principaux que je vais couvrir. Le premier, bien évidemment, c'est notre programme de financement, afin d'investir dans les partenariats, dans le futur des ODD, pour développer un environnement propice, encore une fois, à la collaboration, pour se concentrer sur les populations les plus vulnérables, sur la réconciliation. Nous avons un fonds et supportons de nombreux projets. Nous avons supporté à l'heure plus de 90 projets et nous continuerons à supporter des projets jusqu'à 2030. Deuxième pont, deuxième outil de travail en collaboration, c'est la communication et le partage d'informations. Alors, nous allons communiquer régulièrement sur les développements liés aux ODD, sur les progrès, les résultats, et nous allons accueillir, bien évidemment, effectivement, les opportunités de communication conjointe sur des questions clés. Et cela va nous permettre de favoriser un partage de l'information, des meilleures pratiques, des leçons apprises par rapport à nos expériences personnelles et particulières. Le troisième point, c'est l'engagement et les événements. Donc, comme je mentionnais, les départements champions des ODD vont continuer à mener leurs consultations, à aligner leurs programmes et agendas avec les ODD. Mais en parallèle, l'unité des ODD va continuer son engagement régulier sur le programme 2030 dans son ensemble, mener des campagnes conjointes avec les partenaires, dans le but, bien évidemment, d'intégrer les visions, les actions, perspectives, les priorités de chacun des parties prenantes de la stratégie nationale. Donc, cet engagement nous permettra de faire faciliter l'échange d'informations, encore une fois, et de pouvoir capitaliser sur nos expériences. Ça inclut également, bien évidemment, la collaboration que nous allons continuer de mener pour les événements tels que le Forum de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies, d'autres événements que nous allons organiser et auxquels nous participons, et notre travail que nous apprécions et continuons avec la francophonie, bien évidemment. Quatrième et dernier point, enfin, le rapport annuel. Donc, ce sera l'un des résultats du plan de mise en œuvre et la production d'un rapport annuel sur les progrès réalisés dans le cadre du programme 2030 et de chacun des ODD. Et bien évidemment, ce rapport inclura les contributions des partenaires externes pour pouvoir fournir un narratif qui inclut l'ensemble des voix canadiennes et non pas juste une vision fédérale sur la situation. Donc, c'est un peu l'objectif, se préparer pour une revue volontaire aux Nations Unies. Et nous sommes engagés à en faire une deuxième d'ici 2030. Donc, pour conclure, pas prendre trop de temps, la publication de la stratégie nationale du Canada arrive à un moment très opportun. En cette période post-pandémie, le programme 2030 est plus pertinent que jamais et nous avons une opportunité de faire un virage vers un monde plus durable en intégrant les ODD dans nos plans de relance et de reconstruction. La pandémie nous a cruellement rappelé qui étaient les personnes et les communautés vulnérables, celles qui ont été le plus affectées par la pandémie. Pour faire écho au constat de l'ambassadrice de France, Karine Rispal, dans notre cas, nous avons observé au cours de cette dernière année que ce sont les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les autochtones, les personnes racialisées qui ont été le plus impactées, le plus durement par la pandémie. Et cela, bien évidemment, a fait ressortir les inégalités présentes dans notre société et l'urgence d'agir pour améliorer les conditions et les opportunités sociales et économiques de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens, tout en respectant l'environnement. Donc, c'est ce cadre que le programme 2030 nous offre et nous espérons qu'à travers lui et aller de l'avant ensemble, la stratégie nationale du Canada pour le programme 2030, nous allons pouvoir avancer, surtout sans laisser personne derrière. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Bouillon, pour cette excellente présentation qui fait la synthèse de la stratégie canadienne. Nous allons maintenant passer à notre dernier panéliste pour cette table ronde, mon collègue, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur associé à l'international ici à l'Université d'Ottawa.
Monsieur Adel El-Zaïm supervise le bureau international et les efforts d'internationalisation de l'université. Dr. El-Zaïm est également le président sortant de The Association of International Education Administrators. Ses principaux intérêts de recherche touchent les apports de l'internationalisation aux différents aspects de l'enseignement supérieur, le développement de stratégies ainsi que l'évaluation de l'internationalisation. Monsieur El-Zaïm va nous parler maintenant des réalisations de l'Université d'Ottawa en matière des ODD. Monsieur El-Zaïm, chers collègues. Merci beaucoup Yves. Rebonjour mesdames et messieurs. Qu'il me soit permis au début juste de vous dire que nous allons prolonger la session de 15 minutes pour qu'on puisse compléter les présentations, mais aussi surtout entendre la conclusion et quelques questions de la part des participants. Donc, comme vous savez, les objectifs de développement durable en tant que projet international mobilisent les différents acteurs de la société et partout sur la planète, que ce soit au niveau gouvernemental, associatif, économique, social ou académique, bien sûr. Chacun parmi nos institutions a un rôle crucial à jouer, que ce soit au niveau local, régional ou international. Dans ce cadre-là, le milieu académique a une responsabilité que je dirais toute spéciale, étant donné la multiplicité de ses rôles en tant que citoyen corporatif, bien sûr, en tant qu'administration, mais aussi en tant que milieu de production des savoirs et de diffusion de ces connaissances par la formation, par les publications, par le transfert, par l'interaction avec les différents acteurs. Ainsi, on peut dire que l'université, par sa taille, par sa population, par les équipements et les installations qu'elle gère, se compare facilement à une petite ville. L'Université d'Ottawa peut donner un exemple parlant de ce qu'une université de notre taille dans un pays comme le Canada peut faire pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Ce n'est pas nouveau à l'Université d'Ottawa. L'université a été la première université canadienne et la deuxième au monde à avoir signé l'engagement de Montréal sur la réduction de l'empreinte carbone. Elle est également devenue le premier campus sans eau embouteillée en Ontario. Elle organise chaque année, bien sûr, plusieurs événements, congrès scientifiques, activités d'apprentissage qui portent sur diverses thématiques de nature à favoriser la réalisation et l'inculcation de développement durable chez nos étudiants et dans nos recherches. Sur un plan stratégique, l'université a fait de la durabilité un des piliers de son plan stratégique appelé Transformation 2030. Nous nous sommes engagés comme institution à être plus durables, et ceci dans tous les domaines de nos activités. Je cite une phrase de notre plan stratégique. « Notre avenir dépend littéralement de notre capacité à concevoir, mettre en œuvre et promouvoir des pratiques durables pour notre planète, pour nous-mêmes et pour nos moyens. » Donc, être plus durable, pour nous, c'est une orientation stratégique. Cette orientation peut être rattachée à plusieurs objectifs de développement durable, comme par exemple l'objectif numéro 3 qui s'intitule « Bonne santé et bien-être ». On le voit dans tous les travaux, tous les jours chez nous. L'objectif 8, travail décent et croissance économique. L'objectif 9, industrie, innovation et infrastructure. L'objectif numéro 11, ville et communauté durable. L'objectif numéro 12, consommation et production responsable. Et aussi l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. Je n'ai pas parlé de l'objectif 4, ça va de soi. Éducation de qualité, c'est l'ADN de notre université. Donc, pratiquement, cela se décline dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de la mission universitaire. Notre université préconise une approche holistique, intégrale pour relever ces défis, une approche qui met à profit toutes les voies d'apprentissage, de recherche disponibles, que ce soit en classe, en laboratoire, dans la vie quotidienne, ici à Ottawa, en Ontario, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. En tant qu'institution qui gère son campus et toutes ses installations, l'Université d'Ottawa est donc un laboratoire vivant. C'est la taille d'une petite ville, comme je disais, à l'intérieur de la grande ville d'Ottawa. L'Université d'Ottawa, si vous ne le savez pas, possède déjà son propre bureau du développement durable. C'est un bureau, c'est une équipe qui agit comme carrefour pour de nombreux programmes liés au développement durable sur le campus. Ce bureau donc assure la visibilité et la promotion de toutes les activités de recherche et d'enseignement qui sont liées au développement durable. Il promeut aussi les pratiques innovantes dans la gestion responsable et durable des ressources du campus, le campus qu'on voit comme un espace de vie.
Je cite par exemple les bonnes pratiques dans la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion des immeubles et des équipements, et aussi bien sûr la gestion des aliments. L'Université d'Ottawa, comme grande université de recherche qui est membre du groupe U15, les 15 universités de recherche du Canada, pour nous, le développement durable est vraiment une partie intégrante de la stratégie de recherche de l'université. Je cite, « La recherche à l'Université d'Ottawa est tournée vers l'avenir et elle est fondée sur l'excellence, la pertinence et l'impact. » C'est donc un de nos 4 axes stratégiques de recherche qui s'intitule « La création d'un environnement durable ». Les objectifs de développement durable sont présents, bien sûr, dans tous les autres axes et divers projets et initiatives de recherche qui sont pris à l'université. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons plusieurs chaires de recherche et centres de recherche qui sont dédiés aux différentes dimensions du développement durable. Donc, développement durable, vous le savez très bien, ce n'est pas seulement l'énergie ou le climat. C'est vraiment partout. On le trouve en politique, dans les lois, dans l'environnement, bien sûr, dans l'économie, l'énergie, la santé, le génie, pour ne nommer que ces disciplines. Donc, permettez-moi de vous citer juste les titres de quelques chaires de recherche financées par le Canada, donc, qui sont disponibles à l'université et qui font vraiment toute la différence dans le développement des savoirs. La chaire de recherche Canada 150 en économie, innovation et politique en matière de climat. La chaire de recherche du Canada en sciences de la catalyse pour l'application de l'énergie. La chaire de recherche du Canada sur les politiques en matière de climat et d'énergie. La chaire de recherche du Canada sur les matériaux polymères avancés et l'électronique organique. La chaire de recherche du Canada en économie de l'environnement et la chaire de recherche du Canada sur l'environnement, la société et la politique. On voit donc que c'est vraiment dans tous les aspects, dans toutes les disciplines qu'on peut voir les travaux sur le développement durable. Nous avons aussi des centres de recherche, des instituts de recherche et d'enseignement qui sont phares, reconnus maintenant partout dans le monde. J'en citerai le Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale, l'Institut de l'environnement et l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Tous ces centres et instituts jouent actuellement effectivement un rôle primordial dans le développement et la diffusion des connaissances, aussi bien auprès de la population étudiante, la communauté de la recherche, qu'auprès des décideurs publics et politiques au Canada et ailleurs dans le monde. Le rôle d'informer les politiques est crucial dans ces enjeux-là. L'université est aussi avant tout un milieu d'apprentissage actif. Les objectifs de développement durable pour nous traversent plusieurs dizaines de programmes et de cours qui offrent des occasions de réflexion, de recherche, de stages pratiques et d'implication dans la société. Donc, pour nous, intégrer les objectifs de développement durable dans nos curricula, dans nos programmes, dans nos activités pédagogiques, amène les étudiants à comprendre leur place en tant qu'individus citoyens dans la société locale, mais aussi dans le monde. Ils et elles, les étudiants et les étudiantes, réalisent donc qu'ils partagent des enjeux, des défis et des aspirations avec des hommes et des femmes de partout dans le monde. Ils réalisent aussi que leurs actions locales peuvent avoir des impacts globaux, des impacts dans le monde. La formation des citoyens, donc pour nous, ce n'est plus juste un concept, c'est une réalité qui est vécue, comme par exemple avec les objectifs de développement durable. J'ai regardé le site du Bureau de développement durable et ils ont recensé, cette équipe a recensé quelques 175 cours qui ont au moins une composante reliée au développement durable dans un grand nombre de programmes. Donc, surtout, je n'ai regardé que le premier cycle dans ce cas-ci. Et la recherche, bien sûr, on peut en parler plus. Je voudrais aussi vous donner un exemple d'un programme qui est transfacultaire, qui s'appelle UO Global, qui offre aux étudiants une série d'activités pratiques et de réflexions sur des défis identifiés dans les objectifs de développement durable. Donc, c'est une occasion de faire réfléchir et faire agir les étudiants qui proposent des solutions aux problèmes de développement qu'ils étudient. Au-delà de la formation académique, c'est donc la formation citoyenne qu'on vise ici. Et d'ailleurs, ce programme UO Global est vu comme un exemple à suivre par des partenaires qui sont membres de l'Alliance des universités U7+, une nouvelle alliance d'universités composée de 45 universités dans 18 pays et dont l'Université d'Ottawa est membre fondateur. Pour conclure, c'est sûr qu'en quelques minutes, il est très difficile d'être exhaustif quant aux réalisations et aux actions de l'université en matière d'objectifs de développement durable. Surtout aussi
compte tenu de l'étendue des objectifs dans tous les secteurs de la vie humaine et de la diversité des actions qui sont menées à l'université, mais aussi par notre communauté à l'extérieur de l'université, compte tenu aussi de l'engagement de toute la communauté envers les objectifs de développement durable. Cela fait toujours plaisir de se voir reconnaître comme institution par des organismes externes pour les réalisations que nous faisons. Selon le nouveau classement University Impacts, qui a été élaboré depuis 2019 par Times Higher Education, l'Université d'Ottawa se retrouve parmi les meilleures universités au 8e rang, parmi les universités canadiennes et au 69e rang, parmi les 450 universités qui ont été étudiées en matière de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. D'ailleurs, le classement de 2021 va sortir d'ici quelques jours, je pense. L'université a particulièrement fait bonne figure en se plaçant au 10e rang dans la réalisation de l'objectif numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. Nous reconnaissons cependant que réaliser les objectifs de développement durable, c'est un sérieux défi pour l'humanité entière. Chacun parmi nous doit faire sa part en espérant que tous les autres le font aussi. C'est vraiment un travail collectif. Le milieu académique a un impact multiplicateur, puisqu'en formant la nouvelle génération et en créant et en diffusant des connaissances à la fine pointe, les universités multiplient le nombre de ceux et celles qui changeront le monde et qui rendront la vie meilleure pour tous et toutes. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette présentation sur le rôle de l'Université d'Ottawa en appui aux objectifs de développement durable. Je suis très conscient du temps, il est 11h55. Nous avons encore un mot de la fin qui est prévu par son Excellence l'ambassadrice de la Grèce. Mais j'aimerais quand même lire une question sans donner une vraie opportunité à tous les panélistes d'y répondre, faute de temps. Mais je crois que c'est une question qui vient de son Excellence l'ambassadrice du Maroc qui mérite une certaine réflexion de notre part. Et elle a écrit, nous avons reçu également de nombreuses questions et de commentaires en message privé, mais puisque celle-là elle est dans la zone de conservation, j'aimerais la lire pour avoir une période de réflexion personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à y répondre. Elle dit, et je lis, « Connaissant l'importance incontestée que va prendre le numérique et sachant que l'avenir de la francophonie repose sur l'Afrique, comment rendre accessible concrètement ce numérique à l'Afrique, à qui va faire encore plus cruellement défaut? » Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée, une question qui mérite d'être réfléchie. Et peut-être lors d'une deuxième table ronde, nous aurons la chance de pouvoir rentrer dans les détails plus concrets. Faute de temps, encore une fois, j'aimerais céder la parole à mon collègue Adel El-Zaïm pour nous présenter, comme mot de la fin, son Excellence l'ambassadrice de la Grèce. Merci beaucoup, Yves, et merci effectivement à tous ceux et celles qui ont posé des questions. J'espère effectivement que nous aurons l'occasion de reprendre certaines de ces questions-là et en faire des sujets de débat et de panel. Et c'est pour cette raison aussi que notre conclusion aujourd'hui, je la vois comme une ouverture vers le futur. Il me fait vraiment plaisir d'inviter Madame l'ambassadrice de la Grèce à partager avec nous effectivement ses réflexions sur ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Son Excellence l'ambassadrice de la Grèce, Madame Constantina Athanasiadou, a accepté donc de partager avec nous, comme je disais, ce qu'elle a entendu, mais aussi une conclusion. Madame Athanasiadou a été nommée ambassadeur de la Grèce au Canada par le président de la République hellénique et elle a présenté ses lettres de créance au gouverneur général du Canada en novembre 2020. Donc, bienvenue parmi nous au Canada. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice générale aux affaires économiques internationales au ministère des Affaires internationales de Grèce à Athènes. Madame l'ambassadrice, la parole est à vous. Je vous remercie, chers collègues, monsieur le recteur et le vice-recteur, chers participants, chers professeurs. Je pense que c'était une discussion très intéressante et très certainement, on aura besoin d'un panel prochain pour la continuer. En tant que constatation, je voulais vous dire que ma première constatation serait le fait
que nous tous, on a perdu beaucoup de temps depuis le début de la pandémie. En ce qui concerne notre rencontre d'aujourd'hui, apparemment, on a perdu un an. Donc, en ce qui concerne les gouvernements partout dans le monde, ça veut dire que la réaction n'a pas été directe et concrète. Donc, tous les pays dans le monde, ils ont été fragilisés par le manque de temps qu'ils ont eu à réagir. Seconde constatation, je pourrais dire que c'était que les pays, c'était assez naturel, ils ont réagi d'une façon nationale au début. Et par la suite, ils ont compris que, que la réaction aurait dû être internationale. Aujourd'hui, ceci, on peut très bien le voir sur la façon d'administrer dans le monde les vaccins. Mais au moins, on est tous d'accord que la réaction aurait dû être globale dès le début. Donc, première constatation et conclusion, je pense, serait que on ne voudrait pas avoir une nouvelle pandémie, mais de toute façon, on voudrait avoir un système de réaction global de toute l'humanité en ce genre de circonstances. Par la suite, je voulais vous dire que j'ai entendu de très bonnes stratégies, que ce soit le Canada, la France, la Tunisie, les constatations de mon cher collègue d'Haïti. Ce que je retiens, c'est le terme de la fragilisation. Les sociétés fragiles deviennent plus fragiles, que ce soit les femmes, que ce soit les pauvres, que ce soit les isolés, à cause de l'isolement. Je pense donc qu'une seconde constatation, c'est l'isolement de l'humanité. Les gens perdent leur force. Ils perdent leur force parce qu'ils sont isolés et ils n'ont pas de voix à être entendus dans le monde. Les droits humains, le droit à l'éducation, le droit à l'égalité partout dans le monde, les inégalités dans le monde deviennent encore plus prononcées. Donc, je pense que ce point psychologique et ce point de, disons, de valeurs humaines, des valeurs des citoyens dans le monde, cette philosophie qui se trouve derrière l'isolement qu'on a vu devrait être discutée à un certain point. Moi, j'ai fait des études en philosophie, donc peut-être je suis un peu plus sensible quant à ça. Mais ce que je vois, c'est que même les droits des travailleurs ont été éliminés par cette pandémie. Donc, tout ce genre de constatations, c'était des constatations un peu négatives, bien entendu, mais il faut être réaliste pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu beaucoup trop de temps, qu'on est en insécurité totale parce qu'on ne sait pas quand la vaccination va être devenue mondiale, quand cette épidémie aura une fin. Tous les pays, que ce soit des pays très développés ou pays moins développés, ils ne sont pas sûrs et certains de leur renouvellement économique à la fin de la pandémie. Et il y a un manque de communication dans le monde parce que tout le monde n'a pas vraiment ce genre de computer qu'on a devant nous. On ne peut pas les retrouver, ces gens qui sont partout dans le monde. On ne va pas les retrouver pour qu'ils aient les vaccins. On ne peut pas les retrouver dans les grandes villes de l'Occident. Et ce que je pense qui a été vraiment très bien aujourd'hui, c'est qu'on a vu ce qui se passe dans les pays de la francophonie. Parce qu'on est différents les uns des autres. Et on aboutit au même résultat, à l'éducation, disons, au pilier de
de la francophonie en ce qui concerne le développement durable. Le développement durable n'est pas quelque chose d'inconnu pour la francophonie. On a un institut. L'Institut a déjà eu une contribution à la veille du cercle des Nations Unies en ce qui concerne le développement durable. Donc, c'était, je pense, si je me rappelle bien, c'était en septembre 2019. Quelques collègues ont déjà fait référence à ceci. Ils ont même présenté une analyse très récemment sur l'impact de la pandémie sur le développement durable. Et ce qui nous aiderait peut-être à une seconde conférence. Donc, les constatations étant telles, moi, je pense qu'il faut, parce que le groupe des ambassadeurs francophones est tellement actif à Ottawa, je ne m'attendais pas, je suis venue très récemment au Canada, et parce que l'Université d'Ottawa, elle a une contribution tellement forte qui devrait continuer, et une expérience aussi à cause de la francophonie, à cause de la contribution de plein de pays qui sont venus étudier ici ou faire la recherche, etc., etc. Je pense qu'il faudrait nous concentrer à faire un second cercle pour donner une contribution, disons, de la part d'Ottawa sur la francophonie, disons, internationale, sur nos constatations, parce que je pense qu'on a tous les outils disponibles ici, disons, présentés en plus de la facette économique, environnement, certainement santé, ce que j'appelle côté psychologique de l'humanité, un peu philosophique, certainement les droits humains, qui se rattachent à tous ces domaines qu'on a discutés, à la santé, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit aux libertés civiles et le fait que la pandémie nous a fait rester chez nous. Donc, sur tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a jamais la solidarité personnelle, disons, qui vient de partout dans le monde. Bon, je vous remercie tous. C'était très intéressant, personnellement pour moi. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je pense, je vois dans votre conclusion un appel à l'action aussi, un appel pour nous à faire plus. Pendant que je lis mes remerciements, j'aimerais que les panélistes et ceux qui ont leur vidéo ouverte, qu'ils prennent la pause pour la photo. J'aimerais que mon collègue Yves Pelletier prenne une photo aussi de la mosaïque que nous avons actuellement devant nous. Donc, au nom de l'Université d'Ottawa, au nom de notre recteur, M. Jacques Frémont, qui très généreusement est resté avec nous toute la durée du panel. Merci, M. Frémont. Donc, au nom de l'Université et au nom de M. Jacques Frémont, j'adresse mes remerciements à tous les participants et bien sûr toutes les participantes, ainsi qu'aux panélistes et collègues qui nous ont aidés à réaliser cet événement. Mes sincères remerciements au comité du groupe des ambassadeurs francophones. Merci de votre fidélité, de votre amitié, vous m'avez souvent accueilli dans vos réunions. Je l'apprécie beaucoup. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci surtout à Madame l'ambassadrice du Sénégal, Madame l'ambassadrice du Maroc, qui n'a jamais épargné aucun moment pour nous aider. Bien sûr aussi, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti et Madame l'ambassadrice de la Suisse, qui est maintenant la co-coordonnatrice du groupe avec qui j'ai travaillé, et on a élaboré cette collaboration. Mesdames, Messieurs, merci de votre temps. Merci d'être restés avec nous 20 minutes de plus. S'il vous plaît, surveillez nos annonces pour de futurs événements, parce que j'ai bien entendu l'appel à l'action que vous avez fait. Merci encore et très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci à toutes.